Avant que l'épisode ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu bien évidemment. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir c'est une émission spéciale Halloween. Donc on vous a prévu un programme assez exceptionnel sur un des cinéastes les plus importants de sa génération, un des meilleurs cinéastes du cinéma indépendant américain et surtout du cinéma d'horreur. Voilà, parce que cinéma d'horreur est égal à Halloween, c'est magnifique, on est le 31 octobre et on va parler de John Carpenter. C'est parti. Souvent considéré comme un maître de l'horreur, celui qu'on prénomme affectueusement Big John a su s'imposer au fil des décennies comme un cinéaste culte. Il est celui qui, tout en insufflant une vision propre et peu reluisante de la société américaine, a pu la dépeindre de manière imagée dans son cinéma. Il s'agit d'un réalisateur qui n'a jamais su, durant sa carrière foisonnante, s'imposer comme un cinéaste important. Cependant, la télévision, les VHS et plus tardivement les DVD lui ont permis d'atteindre un statut culte auprès du public. Il s'en amusera même lors de sa venue à Cannes en 2019. Expliquons tout d'abord pourquoi il n'a jamais eu une nomination dans le plus prestigieux festival du monde. À Cannes est primé l'art et l'essai, dira-t-il. Et lui, qui n'est qu'un simple réalisateur de films d'horreur, n'aura jamais eu ce droit. La manière dont il est perçu l'amuse également. D'après lui, en France, il est vu comme un auteur, en Angleterre comme un réalisateur, et aux États-Unis comme un clochard. Ces longs métrages sont considérés comme des films de genre. Qu'ils soient catalogués comme de la science-fiction, aventure, fantastique ou horreur, c'est ce dernier qui a su s'imposer comme une pierre angulaire de son cinéma. Je vais une nouvelle fois devoir citer ce chef-d'œuvre qu'est le film Halloween, la nuit des masques, et le sous-genre horrifique qu'il a par la force des choses inventé, le slasher. Je ne vais pas vous expliquer une nouvelle fois ce qu'est un slasher, les deux vidéos précédentes présentes sur la chaîne le résument très bien. Halloween est le troisième film de cinéma réalisé par John Carpenter. Avant cela, il y a eu Dark Star, Assaut et aussi la même année qu'Halloween, soit en 1978, est sorti le premier film réalisé pour la télévision de Big John, Meurtre au 43e étage. Il s'agit d'un hommage au film d'Alfred Hitchcock et plus particulièrement à Fenêtre sur cour. Mais il ne s'agira pas de son seul hommage au maître du suspense. De son propre aveu, Carpenter expliquera que le film cité précédemment, Halloween, la nuit des masques, est très inspiré du film Psychose. Il dira lui-même qu'il voulait depuis longtemps réaliser un film effrayant et c'est Psychose qui lui en a donné l'envie. Il a simplement ajouté au film d'Hitchcock une dimension surnaturelle en faisant du tueur masqué une incarnation du mal. C'est avec ce genre d'anecdote que nous pouvons remettre en question la paternité du genre du slasher, détenu selon moi par Halloween. Car oui, Psychose pourrait être considéré comme le véritable inventeur du genre, me direz-vous. Je vous répondrai oui et non. Carpenter insuffla les codes du genre, comme expliqué dans les épisodes précédents. Code mis en étendard par le premier titre envisagé par le réalisateur avec sa collaboratrice Deborah Hill, avec qui il signa le scénario du film The Babysitter's Murderers. Hitchcock ne sera pas le seul maître à qui il rendra hommage tout au long de sa carrière. Pour vous donner un exemple, son deuxième long métrage, Assaut, sera un remake du film de Howard Hawks, Rio Bravo. Carpenter est en effet dans son cinéma très inspiré du western. Ses maîtres sont Howard Hawks donc, mais aussi John Ford, un certain penchant pour le western classique donc. On ressent cela chez John Carpenter, notamment dans sa mise en scène, des plans souvent statiques, une caméra toujours dans l'axe, etc. Il s'agit d'un metteur en scène très classique, il ne propose pas comme d'autres maîtres de l'horreur des envolées stylisées ou des plans séquences très compliqués. Lui décide d'opter pour la sobriété. Il joue surtout avec des ambiances et des atmosphères, notamment grâce aux musiques qu'il compose lui-même depuis son premier film Dark Star, mais aussi grâce à son travail sur les lumières, créant des atmosphères horrifiques, surnaturelles et servant sa mise en scène. Nous pouvons prendre encore une fois l'exemple de Halloween, la nuit des masques. À la fin du montage, John Carpenter montra une version sans musique au producteur, qui trouvait le film, on ne va pas se le cacher, pas effrayant pour un sou. Cependant, Carpenter, une fois les musiques ajoutées au film, le remontera aux fumeurs de cigares. Et cette fois-ci, la magie, ou devrais-je dire l'horreur,
opéra. Comme dit, les lumières dans ces films ont aussi une importance dans sa mise en scène, comme dans Christine, dans la séquence au cinéma drive-in, où la voiture tueuse essaye d'assassiner la petite amie de Arnie. Lors de la séquence, une forte lumière blanche emplit l'habitacle de la voiture, appuyant la violence et l'intensité de l'étranglement, mais aussi donnant un côté surnaturel et un sentiment de toute puissance à la voiture Christine. D'après ses dires, John Carpenter est beaucoup plus effrayé par le monde réel que par n'importe quelle autre chose. Il s'agit, selon moi, d'une véritable porte d'entrée vers son cinéma. Ces films ne sont pas que de simples histoires divertissantes. Il s'agit de véritables paraboles. Bien sûr pas au sens biblique, car il n'est pas là pour montrer le droit chemin à ses spectateurs, mais plutôt au sens de l'allégorie. La société réelle a une place importante dans son cinéma. Bien sûr, ça saute aux yeux avec un film comme Invasion Los Angeles, narrant l'histoire d'un SDF en recherche d'emploi incarné par Roddy Piper, qui découvrira d'étranges lunettes teintées permettant à son utilisateur de voir la vérité sur le monde qui l'entoure, à savoir la planète Terre colonisée par des extraterrestres. Cette histoire n'est pas anodine et représente, tout comme les lunettes noires, un filtre sur notre monde. Carpenter dépeint de manière fictionnelle notre société. Ces extraterrestres peuvent être vus comme des aliens, qui peut avoir une signification légèrement différente que celle de l'extraterrestre. D'après le dictionnaire, cela peut signifier personne étrangère à un milieu. Pour vous donner un exemple concret, prenons l'exemple du film Alien, le 8e passager de Ridley Scott, avec comme échantillon la scène du repas dans le vaisseau. Dans cette séquence, quand l'alien sort du ventre d'un des personnages, l'alien est un corps étranger, qui tue et détruit de l'intérieur son hôte. Ici, le même exercice est mis en place. L'alien colonise notre planète et occupe les postes importants de notre civilisation. Ils accaparent nos ressources et nos vies. C'est cela qui, dans le film, provoque la pauvreté des personnages humains et une forme de révolution, expliquant la place des lunettes dès le début du film. Il s'agit d'une arme révolutionnaire. Elles permettent de voir la réalité du monde qui entoure ceux qui les portent. Cette race alien, envahissante, peut être vue comme une représentation d'une certaine forme d'élite de notre société, la classe dominante. Les gagnants du capitalisme représentant le monde qu'ils ont créé. Ils influencent la vie des êtres humains. Avec les lunettes, le personnage principal comprendra la véritable signification des publicités et des objets qui alimentent sa vie. Sur certains panneaux publicitaires, il y est écrit « Obey »,« Consume » ou encore « Marry and Reproduce ». En résumé, dans le film, les humains sont vus comme du bétail, qui doit obéir, engraisser ceux qui les dominent, tout en assurant une lignée afin d'alimenter continuellement ce système infernal. Sur l'argent sera aussi représenté le mot God, qui en anglais veut dire Dieu. Ces aliens ont offert à ces humains une nouvelle religion, le capitalisme, une sorte d'opium du peuple. Carpenter a aussi représenté le monde et sa fin, notamment avec sa trilogie de l'Apocalypse composée des films Prince des Ténèbres, The Thing et L'Antre de la Folie. Big John parle de la fin du monde et avec ses films, nous pouvons parler de parabole au sens strict. On retrouve avec cette idée d'apocalypse une forme de lecture biblique, quelque chose qui nous dépasse et face à laquelle le héros est impuissant. On retrouve cette idée au théâtre, notamment dans la tragédie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je parle d'une certaine forme de la tragédie, celle qui conduit des personnages vers une fin inéluctable et tragique. Ces mêmes personnages n'y pourront rien et y seront conduits. Carpenter, lui, confrontera ces personnages à des aliens, au diable et au mysticisme, des forces supérieures face auxquelles peu de monde peut prétendre gagner. John Carpenter aime ces figures invincibles et trop puissantes face à la médiocrité de l'être humain. Michael Myers en est un digne représentant, surnommé The Shape. Ah, et pause 2 secondes. Alors, anecdote que vous connaissez certainement toutes et tous, le masque du tueur est un masque de William Shatner modifié par l'équipe du film pour lui offrir un côté plus neutre et fantomatique. Bon alors, maintenant que nous y sommes, on va continuer. L'actrice principale du film, Jamie Lee Curtis, est la fille de l'acteur Tony Curtis et de la comédienne Janet Leigh, qui a joué la jeune femme qui se fait assassiner dans la scène de la douche dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock. L'hommage est donc une des raisons qui a poussé John Carpenter à embaucher Jamie Lee Curtis dans le rôle principal de son film. Bon, il faut aussi avouer que l'hommage est une idée marketing pour pousser les spectateurs à venir voir la fille de Janet Leigh dans un film d'horreur. Bon, c'était très rapide, fin de la pause et revenons à nos moutons. Myers représente le mal à l'état pur. Sous son apparence humaine, rien d'autre que son enveloppe corporelle ne peut le rattacher à cet état. Son masque représente le vrai visage de Michael qui illustre à merveille l'absence d'émotion et de compassion que ressent le personnage. Nous pouvons également citer le film Christine, narrant une romance entre un jeune lycéen nommé Arnie et Christine, une voiture tueuse. Christine, comme Michael dans Halloween, est née mauvaise, comme le laisse comprendre la musique Bad to the Bone lors de la séquence d'introduction, qui veut littéralement dire mauvaise jusqu'à l'os. Cependant, bien qu'elle ne soit qu'une machine, Christine, à l'inverse de Michael Myers, contient en elle des sentiments humains.
mais des mauvais poussés à leur paroxysme, comme la jalousie, la possessivité et l'impulsivité. Cette dernière la pousse à punir les hommes qui ne la respectent pas et sa jalousie, elle, la force à punir les jeunes femmes qui s'approcheraient d'un peu trop près de l'homme qu'elle aime. Nous pouvons nous dire que Christine éprouve pour Arnie le plus beau sentiment humain, l'amour. Cependant, cet amour mélangé à des défauts humains toxiques se transforme en un poison très dangereux et qui prendra la vie à de nombreuses personnes, dont celle du jeune Arnie, victime tout au long du film du charme de la voiture. Dans le film, ce n'est pas Arnie qui possède une voiture, mais Christine qui possède un homme. Elle ne va pas le posséder au sens d'un démon s'appropriant sa victime à son insu, elle va le séduire telle une femme fatale. Comme le montre la scène où elle se reconstruit d'elle-même, qui est filmée par John Carpenter, à l'instar d'un striptease face à l'homme qu'elle aime. Christine peut être vue comme une femme indépendante, libre, qui séduit et dicte les règles. Nous pouvons le voir dès la séquence d'introduction où Christine sur sa chaîne de montage est entourée d'hommes et se retrouve au centre de l'attention. Par sa couleur rouge vif qui nous rappelle une forme de sensualité mais aussi d'agressivité, le plan, sur son rétroviseur extérieur, nous montre que Christine regarde le mécanicien telle une voyeuse faisant de l'œil à un nouveau compagnon de jeu. Mais lorsque ce dernier lui ouvre le capot et pose sa main dans le moteur, c'est le drame. Il s'agit d'un attouchement, c'est l'équivalent du fait de soulever la jupe d'une femme. Christine referme son capot violemment sur sa main afin de le punir de son irrespect. Sa personnalité humaine n'est pas anodine, car le film est une adaptation d'un roman éponyme de Stephen King, dans lequel prenait place dans l'intrigue le fantôme de l'ancien propriétaire sur la banquette arrière. Plus proche d'une histoire de fantôme, Carpenter, lui, décide d'appuyer une forme plus mystique et irrationnelle. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Christine est mauvaise et tuera toute personne la contrariant. Nous pouvons remarquer que Carpenter aime mettre en scène dans ses films la naissance du mal absolu. Du jeune garçon qui tua sa sœur le soir d'Halloween et qui deviendra par la suite The Shape, en passant par la naissance de Christine dans son usine de montage où elle y fera sa première victime, jusqu'aux 9 enfants sans compassion dans le village des damnés, portés pendant 9 mois par les femmes du village de Midwich. Aucune de ces figures du mal n'a de background dans les histoires de John Carpenter. Ils sont tous nés mauvais et représentent le mal à l'état pur. La saga de remake, composée de 2 films réalisés par Rob Zombie, sont complètement à contrario de la mythologie instituée par John Carpenter. Il s'agit d'un cas d'école pour comprendre les motivations personnelles des réalisateurs. Il est coutume de dire que chaque film ressemble à la vision propre de son réalisateur, et que si un autre l'avait mis en scène, il aurait été complètement différent. Et je crois que c'est vrai. Chaque metteur en scène, tel un artiste ou même plus généralement homme, n'est pas fait de la même glaise. De par son vécu et ses affects, quelque chose de différent ressortira d'une même histoire. Rob Zombie n'est pas forcément client de personnages surhumains, sans sentiments et représentant le mal. Lui opte plus généralement pour une horreur qui a du sens et qui découle d'un long cheminement de vie qui a poussé ses personnages à faire les actes horribles qu'ils ont commis. Il décide de traiter Michael Myers comme un humain à l'enfance difficile et traumatique, qui était intéressé depuis son plus jeune âge par une forme de morbidité. Il ajoutera dans son second opus tout un aspect métaphysique expliquant le retour de Myers et ses motivations. Chez Rob Zombie, Myers a du sens. Il est complexe car humain. Celui de John Carpenter optait pour la gratuité, une forme de nihilisme morbide conduisant au chaos. Nous pouvons aussi constater que dans ces films, il y a toujours un lien entre l'humanité et la naissance du mal. En effet, dans Halloween, Michael est le mal à l'état pur. Mais la première séquence du film nous montre qu'il était avant tout un enfant, figure normalement de l'innocence et fruit de l'union d'un homme et d'une femme. Christine est foncièrement mauvaise, mais sa naissance n'aurait pu avoir lieu sans l'intervention de l'homme qui l'a assemblée de toutes pièces dans son usine de montage. Enfin, dans le village des damnés, les 9 enfants sont littéralement nés grâce au ventre des 9 femmes qui les ont portés et qui ont fait le choix de les garder au lieu d'avorter. La fin de l'humanité chez John Carpenter est toujours provoquée par des décisions humaines. Les péchés humains les conduiront à leur fin. C'est vrai pour tous les films cités, mais nous pouvons étendre cette liste. Dans Prince des Ténèbres, une mystérieuse société secrète a conservé durant des siècles l'Antéchrist, et c'est au contact de l'homme et de la possession que le mal a failli revenir sur Terre. Dans The Thing, les Norvégiens vont permettre à la créature de sortir de sa prison de glace pour en finir avec notre monde. La créature devra se servir des hommes présents. John Carpenter est donc un de ces cinéastes qui a su marquer le cinéma de genre américain. En allant du cinéma indépendant à de plus grosses productions, il a su conserver sa singularité. Voilà pourquoi il mérite selon nous d'être découvert ou redécouvert en cette soirée d'Halloween. Il s'agit de la fin de cet épisode spécial Halloween de Fastcast Cinéma. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission. A plus tard, c'était Fastcast. Ciao.